What I'm talking about wasn't some bizarre idea. It's like a story. It's a journey. And I think those can be very entertaining. Kevin Costner a tout misé sur le film de ses rêves, hypothéquant même sa maison sur la plage pour le financer. Mais lorsque le premier film a échoué lamentablement, a-t-il pu rebondir et terminer les suites? Les difficultés actuelles de Kevin Costner inquiètent ses fans et attisent leur curiosité. Si vous voulez savoir ce qui se passe avec cette légende d'Hollywood, regardez maintenant pour le découvrir. Soutien et remboursement. Kevin Costner a tout misé sur son plus grand rêve cinématographique, Horizon. Pour financer le projet, il a hypothéqué son ranch de Dix Acres sur la plage de Santa Barbara, sa dernière maison. Malgré les avertissements répétés de ses comptables sur les risques, Kevin s'en est tenu à sa décision d'investir 38 millions de dollars de son propre argent dans Horizon, malgré la panique de son entourage. Mais au lieu d'être acclamé par la critique et le public, il a suscité la controverse. Certains l'ont loué, d'autres n'ont pas été impressionnés. Le box-office a également été décevant, ne rapportant que 38,7 millions de dollars dans le monde entier, soit bien moins que ce que Costner avait investi. Kevin n'a pas abandonné pour autant. Le deuxième chapitre a été présenté en avant-première à la Mostra de Venise. Le tournage du troisième chapitre a commencé en mai 2024 et le développement du quatrième chapitre se poursuit. Il s'agit d'un projet ambitieux qui compte plus de 170 rôles parlants, avec des stars comme Sienna Miller, Sam Worthington et Luke Wilson. Parallèlement à sa carrière, sa vie personnelle a également été tumultueuse. Son premier mariage avec Cindy Silva s'est terminé en 1994, lui coûtant 80 millions de dollars lors d'un divorce sans contrat de mariage. Bien qu'ils aient traversé la période la plus difficile de leur vie, ils se seraient réconciliés en 2025. Son second marriage, qui a duré 18 ans, avec Christine Baumgartner, s'est également terminé de manière tumultueuse lorsqu'elle a demandé le divorce en mai 2023. Cette fois-ci, ils avaient conclu un accord prénuptial. Mais la bataille juridique a tout de même été intense. Christine a quitté la résidence qu'ils partageaient, et Kevin a été contraint de payer plus de 63 000 dollars par mois de pension alimentaire. Au début de l'année 2025, Christine s'est fiancée à son vieil ami Josh Connor et Kevin aurait envisagé de renégocier l'accord après le remariage de Christine. Cependant, Kevin conserve ses propres règles en matière d'amour. Il se tient à l'écart des actrices hollywoodiennes, recherche une personne normale et ne veut pas entamer de relations sérieuses. À 70 ans, après la célébrité, le mariage, la controverse et le divorce, il recherche la liberté et continue à faire avancer son travail. Outre Horizon, Kevin participe également au projet documentaire The West, qui sera diffusé sur History Channel à partir de mai 2025. Il s'agit d'une série de 8 épisodes qui dépeint de manière authentique l'histoire de l'Ouest américain, en collaboration avec l'historienne Doris Kearns Goodwin, lauréate du prix Pulitzer, et des producteurs oscarisés. Il ne s'agit pas d'un projet de retraite, mais d'une mission. Parallèlement, Kevin a lancé Territory Film Studios, un studio de cinéma de 500 acres dans l'Utah, d'une valeur de 100 millions de dollars, doté d'installations modernes, notamment de plateaux sonores, de bureaux et d'autres installations auxiliaires. Cette initiative traduit la volonté de laisser une trace durable dans l'industrie cinématographique, au-delà d'un seul film. Cependant, après l'échec d'Horizon Chapter 1, qui a rapporté bien moins que ce qu'il avait coûté, les finances de Kevin étaient en grande difficulté. Le week-end d'ouverture n'a rapporté que 11 millions de dollars, ce qui l'a contraint à hypothéquer son ranch de Santa Barbara pour maintenir le projet à flot. Beaucoup craignent que Kevin n'ait pas tenu compte des conseils de son comptable et qu'il soit menacé de faillite. Ses amis et sa famille s'inquiétaient du fait qu'il vendait ses biens, transférait de l'argent et continuait à se battre à tout prix. Un initié a déclaré que Kevin prenait un risque et que si la situation ne s'améliorait pas, il pourrait perdre encore plus. Comment Kevin Costner a-t-il débuté avant de devenir une célèbre star hollywoodienne? Quels ont été les hauts et les bas de ses débuts? Et qu'est-ce qui l'a aidé à rester sur la voie difficile de la carrière? Les débuts. C'est à Linwood, un petit hameau de Californie, qu'est né Kevin Costner en 1955. Il n'est pas issu d'une famille renommée ou riche. Son père était employé des services publics avant de creuser des fossés. Sa mère travaillait pour le système d'aide sociale.
Avant même la naissance de Kevin, la famille avait déjà subi une terrible perte. Unborn, son deuxième frère, est décédé. Kevin et Dan, son frère aîné, sont les seuls à être restés. Il est issu d'une famille diversifiée dont les ancêtres sont Cherokee, anglais, Irlandais, écossais et allemands. La vie était simple et parfois difficile pour ces fervents baptistes. À l'époque, personne n'aurait pu prédire qu'un enfant timide deviendrait l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Kevin a eu une éducation difficile. Les fréquents déménagements de sa famille sont dus à l'emploi de son père, en passant d'une école à l'autre dans des villes comme Visalia, Ventura et Compton. Il était perpétuellement le petit nouveau. Se faire des amis était un défi. En conséquence, il est devenu timide et sceptique. Il aurait pu abandonner, mais au lieu de cela, il s'est mis à fantasmer. La musique et la poésie lui apportaient du réconfort. Le visionnage du film How the West Was Won, à l'âge de 7 ans, l'a inspiré. Son cœur a sombré. Il a gardé l'impression de la nature sauvage et de l'immensité de la frontière. Il ne se doutait pas que les idées qu'il adapterait un jour au grand écran jailliraient de ce film. Pourtant, Kevin avait au départ des préoccupations bien différentes. Il ne mesurait qu'1,70 m lorsqu'il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Malgré sa taille, il se sentait anxieux. Lorsqu'il était petit, il suppliait sa mère de lui dire « Je te promets que tu vas grandir. » Chérie, elle n'a jamais rien dit de plus. En effet, elle avait raison. Dans les années qui ont suivi, il a gagné 11 pouces de taille, atteignant finalement 6 pieds et 1 pouce. Même Dennis Burt, l'un de ses copains de baseball, est devenu professionnel. Bien qu'il n'ait jamais réalisé son rêve de devenir une star du sport, la force intérieure et la détermination de Kevin sont restées intactes. Dès le lendemain de l'obtention de son diplôme en 1973, Kevin a pris un risque. Sa fascination pour l'expédition Lewis et Clark l'a amené à décider de suivre leur chemin. À la main, il construit un bateau. Il était fonctionnel, mais inesthétique. Ensuite, il s'est mis en route seul, en le chargeant sur un véhicule accidenté. Pendant qu'il lisait Bury My Heart at Wounded Knee Under the Stars, il a nagé dans des rivières et campé dans des sites naturels. Le livre l'a bouleversé. Il a été profondément affecté par la réalité brutale des souffrances des Amérindiens qu'il décrivait. Sa lecture l'a fait pleurer nuit après nuit. Ce voyage ne se résume pas à l'histoire. Elle a modifié sa vision de la vie. Cela a eu un impact profond sur ses capacités de conteur, en particulier dans ses œuvres ultérieures telles que Dances with Wolves, Danse avec les loups. Grâce à ce qui s'est passé cet été-là, il s'intéresse aujourd'hui profondément à l'histoire et à la défense des sans-voix. Quelques années plus tard, il s'est produit un événement qui, en dehors de la fiction, n'aurait pas de public raisonnable. En 1978, Kevin revenait de sa lune de miel au Mexique dans un avion avec sa jeune épouse. Parmi les passagers se trouvait le légendaire Richard Burton, largement considéré comme l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Toutes les places autour de lui avaient été achetées par Burton, mais Kevin s'est tout de même approché. Il l'a observé en silence et a demandé poliment un moment de conversation. À son réveil, Kevin a révélé à Burton ce qu'il avait caché à sa femme. Il souhaite faire une carrière d'acteur mais déteste une vie consumée par le drame. « Vous avez les yeux verts », dit Burton en le regardant. « Mes yeux sont verts. Je pense que vous vous en sortirez très bien. » Ce bref et étrange moment est resté gravé dans l'esprit de Kevin. Après l'atterrissage de leur avion, Kevin et sa femme attendaient un bus économique lorsque la limousine de Burton s'est arrêtée à côté d'eux. « Bonne chance », dit Burton en baissant la vitre. C'est ce qui s'est passé. Le monde tel que nous le connaissions a basculé en un instant. Un mois seulement après le début de sa carrière dans le marketing, Kevin décide de partir. En plus de faire des petits boulots pour payer les dépenses, il a commencé à suivre des cours de théâtre tous les soirs. Il travaillait sur des machines lourdes, était matelot sur des bateaux de pêche et organisait même des visites en bus de maisons de célébrités. Il n'avait jamais été renommé, mais il a senti une étincelle s'allumer en lui. Rien ne se passait comme il le souhaitait. Il manquait de ressources, d'amis et d'orientation. Pourtant, il y a une chose qu'il possède et qui l'emporte sur tout le reste. Il y croyait. Kevin Costner n'a pas vraiment commencé avec un budget somptueux et un tapis rouge. Il a débuté dans l'industrie avec un film qu'il a ensuite regretté d'avoir fait. Pourquoi? Quel est le coût? Regret. À la fin des années 1970, alors qu'il est démuni et sans ressources financières,
Il accepte un rôle dans un film à petit budget intitulé Cecil Beach, USA. La sortie du film n'a eu lieu qu'en 1981, et à cette époque, Costner avait déjà commencé à éprouver des regrets. Le film comportait des aspects softcore. En outre, alors qu'il filmait l'une des séquences les plus personnelles, Costner a eu une rupture avec quelque chose en lui. À ce même moment, il a pris la décision de ne plus jamais s'engager dans une activité comparable à celle-ci, sans tenir compte du temps d'attente pour obtenir le travail. Cette décision a eu un prix. Pendant près de 6 ans, il a très peu travaillé et s'est contenté de quelques petits boulots et occupations à temps partiel. Pour s'assurer que le film ne serait jamais vu par personne, il a même tenté d'en acheter les droits à une date ultérieure. En revanche, le distributeur a refusé. Et une fois qu'il est devenu célèbre, ils ont réédité le film et ont tenté de vendre des billets en utilisant son nom. Sa vie n'a pas changé, même s'il a joué quelques rôles. Son rôle dans The Big Chill est celui d'un homme qui choisit une façon vraiment désespérée de partir. Après la disparition de son personnage, les autres personnages se sont reconstitués. C'est lui qui a tourné toutes les scènes de flashback, qui étaient vraiment émouvantes et percutantes. Après cela, le réalisateur a tout arrêté. Toutes les scènes ont été supprimées. Il ne restait plus que la photo de son corps sans vie, prise au début du film. Ce n'est qu'un visage. Il n'y a pas de texte, donc pas de crédit. C'est à ce moment-là qu'il devait faire son entrée dans le monde du cinéma. Au contraire, c'est encore une porte qui se referme sans cri égard. C'est ainsi qu'il a continué à travailler. Un rôle sans importance dans le film Francis. Un visage que l'on oublie facilement dans une publicité pour Apple Lisa. Quelques courts-métrages de plus que personne n'a vu. Il travaillait, mais il ne bougeait pas. Tous les directeurs de casting étaient incapables de se souvenir de son nom. Il avait la sensation d'être invisible. Dans une déclaration ultérieure, il a expliqué qu'il avait l'impression d'être le nouvel enfant de l'école tous les jours. Sa famille ayant beaucoup déménagé lorsqu'il était plus jeune, il a continué à se sentir isolé. Même lorsqu'il est arrivé à Hollywood, malgré cela, il a continué. Il avait un rêve. C'était une attente. Le téléphone se met alors à sonner. Mr. Lawrence Kasdan. C'était le même réalisateur qui l'avait renvoyé de The Big Chill et qui s'en voulait terriblement. Même si personne d'autre n'a eu l'occasion d'en être témoin, il se souvient à quel point Costner était incroyablement talentueux. Il a donc décidé de lui donner une nouvelle chance. C'est le cas. Il lui a permis de jouer un rôle dans Silverado. Pas n'importe quel rôle, mais un rôle qui allait enfin permettre à Costner de montrer ce qu'il était capable de faire. Ce fut une réussite. Lorsqu'il s'agit d'énergie, Costner est charmant, plein d'humour et d'énergie. Les gens s'en sont rendus compte. Ils ont pu se souvenir de lui pour la première fois. Cette image a ouvert de nouvelles voies. La porte qui a mené à The Untouchables en 1987 était l'une de ces portes. D'importantes ressources financières, des personnes célèbres. En outre, Costner a pu s'assurer le rôle principal. Son choix n'était pas la priorité du studio. Le contraire est vrai. Harrison Ford est décédé. Mel Gibson et Jack Nicholson ont fait la même erreur. En revanche, Steven Spielberg, qui avait déjà collaboré avec Kevin Costner, l'a soutenu. Cet individu va aller quelque part, a-t-il assuré au réalisateur, et il avait raison. Robert De Niro et Sean Connery sont les acteurs aux côtés desquels Costner a joué. Il a été capable de tenir son rang. Le film a rapporté plus de 100 millions de dollars. Tout à coup, Costner n'est plus un acteur en difficulté. Il est devenu une célébrité. En revanche, il ne s'est pas reposé pour se réjouir. Après cela, il a enchaîné avec Bull Durham. De plus, il n'était pas seulement intéressé par le métier d'acteur. Il veut que ce soit légitime. Pendant le tournage, il insiste pour que le réalisateur l'observe jouer au baseball. C'est lui qui est apparu. Entre les deux côtés de la plaque, il a frappé un home run et il a lancé. Il s'est échappé. Il a démontré qu'il était capable de le faire. C'est lui qui a porté le film. Les studios pensaient qu'un film de baseball n'aurait pas de succès. Costner leur a démontré qu'ils se trompaient. Le film a rapporté plus de 50 millions de dollars et les critiques l'ont encensé. Il a ensuite travaillé sur le film Field of Dreams, un film sinistre sur un fermier qui entend des voix dans un champ de maïs. Le film est calme et étrange. Si vous le construisiez, il viendrait. Cette affirmation a fini par s'ancrer dans la culture des États-Unis. Le film a rapporté près de 85 millions de dollars dans le monde entier. Il a été nommé aux Oscars. Aujourd'hui, les gens continuent de la citer. Il ne s'agissait pas seulement de gagner de l'argent. Des souvenirs ont été créés grâce à cela.
En 1990, Costner souhaite poursuivre une carrière qui va au-delà du métier d'acteur. Afin de produire des films qui le passionnent, il crée Tig Production. Dances with Wolves est le premier à être publié. C'était trop long. Ont décidé les studios. C'est trop dangereux. C'est juste bizarre. Ils lui ont demandé de supprimer les parties où figurait la langue amérindienne. C'était une réponse négative. Ils lui ont demandé de réduire le budget. Il s'agit d'une réponse négative. Il a apporté sa contribution personnelle à l'entreprise. Un grand nombre d'entre eux, à la place. Le film a reçu 7 Oscars et a rapporté plus de 400 millions de dollars. Mais il a continué. Il rejoint Whitney Houston dans la production de The Bodyguard. Une fois de plus, c'est un pari, un nouvel exploit. Plus de 400 millions de dollars de recettes au box-office. Et la bande originale devient la bande originale de film la plus vendue de tous les temps. Quelques années plus tard, alors que plus personne ne croit en un projet nommé Horizon, il récidive. Pour le financer, il a pris une hypothèque sur sa maison idéale. C'est la même mentalité. Le danger est le même cœur. Pour la même raison aussi. Parce que Kevin Costner n'attend pas d'autorisation pour raconter une histoire. Il ne fait que la construire. Kevin Costner n'était pas seulement un acteur. C'était un engagement total. Pour préparer Danse avec les loups, il a étudié le Sioux Lakota pendant 9 mois. Il ne s'agit pas seulement de quelques mots glissés ici et là. En réalité, il a collaboré avec des Amérindiens qui lui ont servi de conseillers. Et il a exigé qu'environ un tiers du film soit enregistré en Lakota authentique. Retournée. C'est au cours de cette demi-année qu'elle a affirmé avoir gagné plus d'argent qu'elle n'en avait jamais gagné en enseignant dans la réserve de Rosebud. En revanche, malgré tous ses efforts, certains spectateurs amérindiens ont ri en voyant le film. En 1991, la nomination de Danse avec les loups aux Oscars a suscité une vive émotion à Hollywood. Le 25 mars, devant près de 43 millions de personnes. Le film a remporté 7 Oscars sur un total de 12 nominations. Costner a non seulement été nommé pour le prix du meilleur acteur, mais il a également remporté le prix du meilleur réalisateur, ce qui fait de lui la 6e personne dans l'histoire à remporter ce prix pour un premier film. Même si le film a réussi à surpasser Goodfellas de Scorsese, de nombreux critiques continuent à débattre de la justesse de ce résultat. D'un autre côté, il est évident que l'Académie a préféré la vaste épopée frontalière au classique de la mafia. Alors que Costner se tenait sur scène, son Oscar à la main, il a déclaré qu'il s'était fait confiance à tort. Néanmoins, le résultat est incontestable. En l'espace de 60 ans, Danse avec les loups est devenu le premier western à remporter le prix du meilleur film. Rien ne ralentit le rythme de Costner. Robin des Bois, Prince des voleurs, est le jeu auquel il a joué après avoir terminé Danse avec les loups, quelques jours plus tôt. Le temps dont il disposait pour se détendre était vraiment limité. En raison de la brièveté du délai, il n'a pas eu recours à des doublures et a réalisé la plupart des actions seul. Il a escaladé les murs du château, sauté à travers les douves, et tout cela lui a causé une blessure à l'épaule. Au cours d'une de ces cascades insensées, il a utilisé une catapulte pour s'élancer directement au-dessus d'un mur de 10 mètres de haut. Pour cette raison, ils ont dû effectuer des calculs de physique au kilogramme près. La force nécessaire pour le faire correctement est d'environ 5000 kilos. Sur le tournage d'un film en France, un cascadeur a suggéré d'aller chercher des champignons magiques entre 2 prises, parce qu'ils étaient sur le point de jouer un scénario impliquant un combat à l'épée. Costner l'a ignoré. Mais les avions à réaction continuaient à passer au-dessus de leur tête depuis l'aéroport de Heathrow, détruisant non seulement leurs traces, mais les obligeant à refaire encore et encore les pénibles ascensions du château. Puis John F. Kennedy est arrivé. En effet, il ne s'agissait pas seulement d'un autre rôle. Il s'agissait en effet d'un combat. Costner a interprété le rôle de Jim Garrison, le procureur de la Nouvelle-Orléans, qui était convaincu qu'il y avait un complot derrière l'affaire John F. Kennedy. Le réalisateur, Oliver Stone, n'a pas lésiné sur les moyens. Le film indique que la CIA et le FBI, ainsi que l'armée et peut-être le vice-président, ont pu être impliqués. Le film a soulevé un tollé plusieurs mois avant d'être mis à la disposition du public. Les journalistes, les historiens et les administrateurs du gouvernement l'ont tous qualifié de nuisible. Malgré cela, Costner n'a pas transigé. Même le fait de poser ces questions, cette initiative a été couronnée de succès, à la suite de la première du film en décembre.
1991. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique a promulgué en 1992 une loi imposant la divulgation au grand public de données classifiées sur l'assassinat de JFK. La décision de Costner de jouer dans The Bodyguard en 1992 a été, sans aucun doute, le choix le plus judicieux de toute sa carrière. Plus de 21 millions de dollars ont été gagnés rien qu'au Japon, ce qui en fait le film le plus réussi de Warner Brothers dans ce pays. Plus de 20 millions de dollars, voire 30 millions de dollars. C'est le montant total que Costner a reçu des droits d'auteur de l'album et du box-office. L'interprétation classique de I Will Always Love You par Whitney Houston figure sur la bande originale, qui s'est vendue à plus de 50 millions d'exemplaires. Aux Grammy Awards, il a reçu le prix de l'album de l'année. Le pari de Costner a été réussi à 2 reprises. Une fois en termes de richesse, une autre fois en termes d'héritage. Il fut un temps où Kevin Costner faisait partie de la noblesse hollywoodienne. C'est en 1994 que tout a commencé à s'écrouler. La première étape a été Waterworld, un film qui avait le potentiel de devenir son plus grand succès. Qu'est-ce qui a conduit Kevin Costner, une étoile brillante d'Hollywood, à se retrouver dans une situation aussi difficile? Comment son voyage du haut vers le bas a-t-il commencé? L'effondrement. Au contraire, cela a tourné au cauchemar. En pleine production, un ouragan s'est abattu sur la scène à Hawaï. Et ce n'était pas seulement de la pluie, c'était aussi un décor flottant d'une valeur de 5 millions de dollars. De plus, ce n'était même pas l'option la plus coûteuse, d'une largeur d'1/4 de mile et d'un poids de plus de 1000 tonnes. L'ensemble principal, appelé Atoll, a coûté 22 millions de dollars. En raison de la pénurie d'acier à Hawaï, les autorités ont été contraintes de l'importer de Californie. Un pari de 235 millions de dollars si l'on inclut le budget marketing de 60 millions de dollars. Cela n'existait pas en 1995. 75 millions de dollars seulement ont été dépensés pour Independence Day. Le mal était déjà fait. Il avait évolué au-delà du rôle de simple vedette de cinéma. Il était une source d'humour. C'est à partir de ce moment-là qu'a commencé le drame contre le cinéaste. Au même moment, son mariage de 16 ans prenne fin. Certains pensent que son jeu sur le plateau est le reflet de sa souffrance réelle. Les tabloïds se sont emparés de l'affaire. Pour ne rien arranger, on raconte que Kevin Costner s'est fait poser des cheveux numériques sur la tête pour cacher sa chevelure clairsemée. Il a protesté, qualifiant ces informations d'ineptie et affirmant qu'il n'avait jamais travaillé sous l'influence de stimulants. Cependant, les rumeurs ont survécu. Les autres se moquaient de lui. Ils le trouvaient vaniteux. Ils disaient qu'il était difficile. Pour lui, c'est devenu une partie de l'étiquette de diva dont il n'a pas pu se débarrasser. 2 ans plus tard, il fait une nouvelle tentative avec Le Facteur. Il a explosé avec beaucoup plus de force. 3 Razzie Awards ont été décernés au film. Le pire acteur et le pire réalisateur. Les catégories dans lesquelles il était nommé ont toutes été remportées par lui. De telles choses ne s'étaient jamais produites auparavant. En 1998, ses détracteurs n'étaient plus seulement frustrés par lui. Ils souhaitaient son départ. Pourtant, il n'a pas abandonné. Son retour a eu lieu en 2003 avec la sortie de Open Range. Il n'y a pas de feu d'artifice ni de gadgets. Il s'agit simplement d'un western traditionnel avec beaucoup de cœur. En plus de jouer avec Robert Duvall, il a également réalisé le film lui-même. Bien qu'il ait coûté 26 millions de dollars, il a rapporté plus de 68 millions de dollars dans le monde entier. Le pari qu'il a fait sur lui-même est 7 fois réussi. Et puis, en 2007, il a pris tout le monde par surprise. Un tueur en série est le personnage qu'il incarne dans Mr. Brooks. Ce n'est pas un cow-boy, ce n'est pas un héros. C'est un criminel qui se cache derrière une façade de perfection. Le ciel est sombre. C'était troublant à voir. Et il pensait que c'était l'une des meilleures choses qu'il ait jamais faites. C'est son image de personne décente qu'il a utilisée pour vous terrifier. Le succès est au rendez-vous. En 2012, il avait déjà commencé à gagner des Emmy. Les rôles de Hatfield et de McCoy étaient rudes, agressifs et authentiques. Il s'en est fallu de peu pour que Costner n'accepte pas le rôle. La réponse a été non à 3 reprises. Le résultat, cependant, n'est rien moins que miraculeux. Le premier épisode a été vu par plus de 14 millions de personnes. C'est grâce à lui que Hollywood a pu se rappeler les raisons pour lesquelles il l'avait aimé au départ. Il a poursuivi son chemin. En 2016, alors qu'il travaillait sur le film Hidden Figures,
Il a souffert d'atroces douleurs dues à des calculs rénaux. Grâce à la morphine, il a pu s'en sortir. Il n'a pas manqué un seul jour. Aucun d'entre eux. Il continue à tirer même si l'agonie fait apparaître des bleus sur ses bras. Il a simplement retroussé ses manches et a continué. L'étape suivante était Yellowstone. Taylor Sheridan a exprimé son désir de voir Costner incarner John Dutton en 2017. Ce n'était pas clair pour Costner. C'était juste pour une saison. Et il a stipulé certaines limites. En revanche, lorsque le spectacle a été présenté en 2018, il a progressivement connu un grand succès. Ce n'était pas un spectacle très impressionnant. Il n'y a pas eu de grande récompense. Pourtant, les gens l'ont adoré. Au cours de la première saison, il a gagné 500 000 $ par épisode. En soi, il s'agit d'une rémunération très importante. Cependant, sa rémunération a augmenté en même temps que la popularité fulgurante de la série. Jusqu'à la 5e saison, il gagnait 1,3 million de $ par épisode. Au cours d'une saison, il a gagné 18,2 millions de $ pour 14 épisodes à ce rythme. D'ailleurs, cela ne lui suffisait pas. Selon certaines informations, il aurait demandé 1,5 million de $ pour chaque épisode de l'année 2023. Pendant ce temps, il était également plongé dans son projet idéal, à savoir une histoire américaine intitulée Horizon. Il y a un message à proximité. Au début, c'était volontaire. Cependant, la vérité a été révélée après 2 épisodes. Sa mort a été préméditée par 3 assassins envoyés par Sarah Atwood. Ils ont fait semblant d'être volontaires, ont laissé une fausse lettre et ont essayé de tout faire disparaître. Mais cela n'a pas fonctionné. L'affaire a permis d'identifier les irrégularités. Une enquête sur l'affaire pénale a été ouverte. Une affaire que Costner a rejetée lors d'une manifestation publique. Néanmoins, alors que les autres membres de l'ensemble recevaient 200 000 $ par épisode, Costner a pu repartir avec plus de 24 millions de $ de revenus pour la dernière saison. Et même sans lui, l'émission a battu des records d'audience. 6,4 millions de personnes ont regardé le lancement de la 5B. À titre de comparaison, le nombre de téléspectateurs ayant suivi les débuts de la 5 à 2 ans plus tôt était de 15,9 millions de $. Pour mettre les choses en perspective, la première saison n'a rapporté que 2,8 millions de $. Le temps était venu pour Costner de passer à autre chose. Non, Horizon n'était plus qu'un simple film. À cause de son obsession pour ce film, 1988 est l'année où il a commencé à l'écrire. Il n'a pas pu s'en défaire. Après la sortie de Open Range en 2003, il a tenté de le vendre à Disney. Cependant, ils ne l'ont pas accepté en raison d'un désaccord sur le budget de 5 millions de $. Il est resté là, immobile, pendant de nombreuses années. Par la suite, en 2022, il a finalement réussi à obtenir le soutien nécessaire. Que pensez-vous de la détermination de Kevin Costner et de la façon dont il a fait face à l'échec financier pour poursuivre sa passion? Pensez-vous qu'il aura du succès avec Horizon et ses projets à venir? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre ce que vous avez à dire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt.